Alors pour commencer, je voudrais faire une citation. Donc commencer par une citation. J'ai vu qu'elle avait été reprise aussi dans la présentation des deux acteurs par rapport à leur lecture tout à l'heure, ce qui veut donc bien dire qu'elle est d'actualité. C'est une citation de Fassbinder qui est issue d'une interview de 1978. « Je ne lance pas de bombes, je fais des films ». Ça montre donc bien la conception du cinéma tel que le voit Fassbinder, donc un cinéma comme un art engagé, capable d'avoir une action directe, une action transformatrice sur le monde, avec un impact qui pourrait être l'égal de celui d'une bombe. Alors peut-être quelques mots de présentation très rapide de Fassbinder, donc cinéaste très emblématique de la République fédérale, qui meurt jeune à 37 ans et qui est auteur de plus de 41 films, donc un réalisateur hors norme, éminemment critique, dérangeant, souvent considéré comme enfant terrible du cinéma ouest-allemand, et qui s'est confronté sans relâche à la société et à l'histoire de son pays. Sur ces quelques 41 films, il n'y en a que 2 qui ne sont pas consacrés à l'histoire de l'Allemagne. Donc l'une de ses préoccupations, c'est bien évidemment la nation allemande et l'histoire récente de son pays. Fassbinder naît en 1945, donc on voit bien aussi que son histoire personnelle s'inscrit en filigrane de celle de la toute jeune République fédérale qui est créée en 1949, et il s'interroge sur l'identité allemande. Il le dit lui-même, qu'est-ce que cela signifie, être allemand après 1945 ? Et il s'interroge aussi sur la place de l'homme dans une société qui semble entraver son épanouissement. Alors Fassbinder est un enfant de 1968. Il a fait l'expérience de ce qu'on appelle en allemand la Studentenrevolte, donc cette révolte étudiante, qui est une révolution avortée, donc l'échec de la révolution ou des révolutions a marqué aussi son œuvre. Il reste néanmoins porté par l'effervescence critique des années 60 et 70 et reproduit donc le débat ou les débats qui ont animé toute une génération marquée par l'expérience traumatique du nazisme. Et ces films, sans concession, décrivent la dureté des rapports sociaux, l'exploitation des minorités, les enjeux de pouvoir, et livre une radiographie très brutale et très critique de son époque, donc comme je le disais, en particulier de la reconstruction allemande, jugée souvent triomphante, à ses débuts, d'abord sous l'égide du premier chancelier, donc Konrad Adenauer. Alors son cinéma contestataire, pour donner 2 pistes, et puis ensuite je rentrerai dans le détail de 2 films. Donc son cinéma contestataire va s'articuler autour d'une double critique. Alors il dénonce avec virulence, donc vous l'avez compris, la société du miracle économique et ses valeurs dans ce qu'elles peuvent avoir d'aliénant pour les individus. Et ça se traduit chez Fassbinder par un rejet du capitalisme, c'est-à-dire de l'ordre socio-économique imposé par la génération des pères après 1945, puisque Fassbinder, comme d'autres, incarne cette nouvelle génération, donc née après 1945, ou trop jeune pendant la guerre pour s'être compromis avec le nazisme, et qui va remettre en question le nouvel ordre imposé donc, par la reconstruction allemande. Et le deuxième aspect de sa critique, c'est la compromission, bien évidemment, des pères avec le national-socialisme, mais aussi et surtout peut-être l'amnésie sur laquelle s'est fondé le miracle économique. Ce qui, pour Fassbinder, va de pair avec la résurgence de valeurs autoritaires et d'aspirations totalitaires sur les séquelles donc non assumées de l'histoire allemande. C'est ce que de nombreux intellectuels ont qualifié, en reprenant les mots de Freud, de retour du refoulé, en l'absence justement d'examen critique qui permettrait de désamorcer la négativité du passé national-socialiste.
Alors mon objectif, ça va être de montrer comment s'articule ce discours critique, en cherchant à montrer que c'est finalement le corps, et évidemment le corps de l'acteur, qui va assumer la charge contestataire et devenir un élément essentiel donc de l'esthétique de Fassbinder, mais également de son discours critique. Donc comment le corps prend en charge ce discours éminemment dérangeant du cinéma de Fassbinder. Alors, à ses débuts, donc quand il commence à réaliser ses premiers films vers la fin des années 60, son cinéma est encore très influencé par la Nouvelle Vague, et notamment par Jean-Luc Godard. Alors Fassbinder déclare par exemple avoir vu Vivre sa vie plus de 20 fois. Donc on voit la fascination de Fassbinder pour Godard, puis après il dira Godard cesse de m'intéresser très rapidement, donc ça c'était très fassbinderien. Mais au départ, la nouvelle vague française a une influence certaine. Et Fassbinder, donc sur le modèle de la nouvelle vague, aura fréquemment recours à des inserts politiques ou à des exposés théoriques qui sont directement intégrés à l'intérieur de la fiction. Alors ce type de dispositif est assez caractéristique du cinéma militant des années 60-70, et c'est notamment Godard qui les a introduits dans les années 60. Ils permettent de dénoncer, alors verbalement ici, une situation de domination et d'inciter les spectateurs à la prise de conscience. Alors par exemple, dans son film La Chinoise, qui date de 1967, Godard intercale un entretien assez long avec le philosophe Francis Janson sur l'opportunité de l'action violente. Alors François Janson a été résistant pendant la Seconde Guerre mondiale et puis a animé aussi une cellule du FLN durant la guerre d'Algérie. Et Fassbinder va faire de même à ses débuts. Alors par exemple, dans un de ses films qui s'appelle Rio das Mortes, qui date de 1970, Fassbinder met en scène deux jeunes Allemands qui souhaitent quitter la RFA à la recherche d'un fabuleux trésor au Pérou. Alors là, on voit le thème du voyage, de l'exil, de la nécessité de quitter la société capitaliste ouest-allemande jugée aliénante et puis d'essayer, sur le mode d'une utopie géographique, d'aller se réaliser ou s'épanouir librement ailleurs. Alors le Pérou, ça renvoie évidemment à l'Eldorado, donc cette dimension utopique. Et ça renvoie aussi à la question des luttes, des combats révolutionnaires en Amérique latine. Et Fassbinder interrompt son film par une longue interview de l'écrivain allemand Karl Amere sur le rôle de l'Église et sur les rouages de la domination impérialiste, cette fois-ci, puisque ce sont les États-Unis qui sont directement visés, donc domination impérialiste en Amérique latine. Donc on a ce type d'interview avec des personnages réels. Par ailleurs, on peut avoir aussi des débats scénarisés par le dialogue entre différents acteurs. Par exemple, une dispute, toujours dans Rio das Mortes, entre deux personnages, peut déboucher sur une analyse marxiste de la plus-value. D'autres films, vous en aurez un exemple si vous regardez ce soir La Troisième Génération, sont aussi l'occasion de citer Proudhon ou Bakounine, par exemple dans Roulette chinoise aussi, ou encore les Black Panthers dans Le Voyage à Niklas Hausen. Donc là, c'est un autre procédé puisqu'il s'agit de dialogues, de propos scénarisés placés dans la bouche des protagonistes. Et à chaque fois, ces inserts fournissent un modèle d'explication et de transformation du monde. Et les conflits humains sont analysés donc, dans une perspective émancipatrice, comme la manifestation de phénomènes socio-économiques clairement identifiés.
Alors là, les exemples que j'ai cités, on voit bien que ces dispositifs relèvent vraiment de l'insert, qui constitue un élément, un corps un peu étranger dans le récit, presque sur le mode du collage, et ils introduisent réellement une rupture, une pause dans le rythme du récit. Mais assez rapidement, c'est le corps lui-même, le corps de l'acteur, et les transformations subies qui vont porter la critique. Alors, ce qui ne veut pas dire, bien évidemment, que l'un exclut l'autre et que les dialogues ne sont plus porteurs de sens, mais le rôle du corps va devenir décisif. Et toute notion critique, tout message est vectorisé, donc non plus exclusivement par le discours ou une construction théorique, mais par le corps, donc, qui, à travers les déformations subies, devient le signe d'un état de crise. Un état de crise diagnostiqué par Fassbinder, donc crise de la société ouest-allemande, crise de l'individu. Alors par exemple, dans Tous les autres s'appelle Ali, un ulcère et un corps qui s'effondre problématisent le statut difficile des immigrés en RFA, puisque le protagoniste, donc Ali, personnage assez hiératique, musclé, véritable colosse, finit par s'effondrer et par livrer la vision d'un corps convulsif, filmé longuement par Fassbinder. Dans l'Allemagne en automne, un corps, alors là, celui de Fassbinder lui-même, ravagé par une crise de paranoïa aiguë, devient aussi un emblème politique, dénonciation des dérives totalitaires d'un État qui se dit de droit. Et son cinéma offre donc la vision récurrente de ces corps désolés, meurtris, malades, mutilés, paralysés, qui littéralement se tordent à l'écran. Donc c'est évidemment un cinéma très dur, un cinéma sans concession et qui fait la part belle à cette dimension organique du corps humain. Alors, ce faisant, Fassbinder procède de manière très cinématographique et réintroduit la critique au cœur de son dispositif esthétique par une mise en scène radicale des corps. Et là, évidemment, on retrouve la spécificité du cinéma, qui est quand même de raconter une histoire à partir des corps. Et là, je citerai une belle citation d'Antoine de Bec, ce qui revient à les rendre malades, monstrueux ou infiniment aimables et séduisants, dans une logique de la défiguration terrifiante ou de la refiguration idéale. Alors, de façon plus concrète maintenant, j'aimerais bien illustrer mon propos, puis vous le démontrer aussi à travers 2 films. Alors, je n'ai pas choisi les films les plus faciles de Fassbinder, ce sont peut-être les films même les plus austères et les plus éprouvants de son cinéma, mais comme ça, vous les aurez vus. Alors, le premier, c'est L'année des 13 lunes. Et l'autre, c'est l'Allemagne en automne, qui peut être vue aussi en écho à la 3e génération. Alors, L'année des 13 lunes est réalisée en 1978, et c'est certainement l'un des films les plus radicaux du cinéaste. Il raconte le parcours d'un transsexuel, donc un ancien boucher, Erwin, qui, par amour pour un autre, et non pas par désir d'être une femme, devient transsexuel et se nomme donc Elvira. Et le film relate les 5 derniers jours de son existence, pendant lesquels il déambule dans Francfort à la rencontre de ceux qui l'ont connu. Donc on croise son ancien amant Christophe, qui la rejette, sœur Gudrun de l'orphelinat où il a été élevé, et le Anton Seitz, qui est un puissant spéculateur qui règne en maître sur Francfort et pour l'amour duquel, justement, Erwin a changé de sexe. Alors c'est un film tragique puisque ça se finit par le suicide d'Elvira, rejetée par tous, et qui à la fin du film finit par se couper les cheveux, s'habiller en homme, et que l'on retrouvera morte dans son appartement. Alors la portée politique du film tient en partie à la biographie du personnage principal,
Alors j'ai toujours du mal à dire il, elle, Erwin, Elvira, donc par simplicité je vais dire Elvira et elle, ça sera plus rapide. Donc c'est un enfant adultérin, conçu sous le Troisième Reich et qui sera abandonné et placé dans une institution religieuse. Alors au niveau du scénario, bien évidemment, cet abandon exprime la culpabilité de la mère qui n'assume pas ses actes, mais d'un point de vue historique, il symbolise la culpabilité d'une nation qui refoule son passé. L'existence de la protagoniste est donc d'emblée placée sous le signe de l'oubli et surtout de ses séquelles sur les individus. Puisque le film montre en fait comment Elvira cherche en vain à réparer cette occultation et à combler les failles de sa biographie. Et son parcours, à travers Francfort, pendant ces 5 jours, est un parcours du questionnement. Elle cherche à comprendre d'où elle vient. Elle cherche à trouver des raisons à ses actes et une explication au monde. Et ce faisant, elle retourne sur les différents lieux de son passé, mais son passé sera à chaque fois raconté par d'autres, par exemple sœur Gudrun, qui l'a élevée dans cet orphelinat, ou en partie par sa femme. Et donc ce passé reste lacunaire et Elvira sera incapable de trouver des réponses pour se structurer. Car sans passé, et ça c'est la portée politique du film, c'est ce que nous dit Fassbinder, eh bien l'homme ne peut cerner son identité. Puisque comment développer une identité et une conscience de soi stable lorsque la mémoire des origines fait à ce point l'objet d'un tabou. Et de ce fait, l'année des 13 lunes illustre l'impossibilité de se reconstruire sur une mémoire absente et dénonce donc l'amnésie, le refoulement à l'œuvre dans la République fédérale. Mais c'est surtout la mise en scène du corps d'Elvira, donc sa caractéristique figurative, la façon dont elle apparaît à l'écran, qui est porteuse de sens. Son corps, en effet, est étrangement mou, boursouflé, c'est au moins ce que disent les différents protagonistes à son encontre. Et en tout cas, il ne correspond en rien au corps canonique tel qu'on l'imagine, être celui d'un travesti qui s'est fait opérer à Casablanca. Excusez-moi. Oui. Je ne comprends pas bien pourquoi, lorsque vous parlez du personnage Elvira, vous dites transsexuel, et je voulais savoir pourquoi, si Fassbinder, lorsqu'il a parlé de ce personnage, il écrivait noir sur blanc, c'est une femme, ou lui-même il ne savait pas la genrer, ou c'est vous qui faites... Non, en fait, on a cette ambiguïté. C'est voulu par lui. Alors, dans le scénario, effectivement, tantôt c'est il, tantôt c'est elle, en fonction du moment de la biographie. Alors, effectivement, la question du genre, c'est pour ça que j'ai choisi ce raccourci, il ou elle, parce que je vais continuer mon interprétation, et vous verrez que la question du corps et de l'identité genrée se pose, puisque à plusieurs reprises, Elvira revient sur les différents aspects de son identité, féminine, masculine, superposition des deux, et se retravestit, alors qu'elle est transsexuelle, femme, se retravestit en homme, puis de nouveau en femme, pour in fine enfiler des vêtements d'homme. Donc on a cette fluctuance des identités qui montre bien aussi la difficulté à la cerner, notamment parce que cette mémoire des origines fait totalement défaut. Et le corps de l'acteur, Volker Spengler, est donc filmé de façon assez dure, il n'est jamais sublimé, et les propos des autres protagonistes à son encontre le décrivent toujours comme quelqu'un de boursouflé, de monstrueux, de disgracieux, avec un côté informe qui renvoie aux effets monstrueux produits par le refoulement historique. Donc ce n'est pas une critique de la transsexualité, mais c'est une critique des conséquences historiques d'un refoulement sur le corps des individus, et à ce sens, le corps devient politique. Et puis je vais montrer des extraits, ce qui vous permettra peut-être de mieux comprendre mon propos.
Et Fassbinder fait d'ailleurs de ce corps improbable d'Elvira le motif central de son film, donc de ce corps et de ses différentes transformations, puisque la quête d'identité du personnage s'apparente à une quête du corps. Et donc c'est ce que je disais en réponse à ce monsieur. On a donc une apparence tantôt masculine, tantôt féminine. Parfois, on a la superposition des deux avec oscillation permanente entre le féminin et le masculin, ce qui permet justement à Fassbinder de placer le questionnement au cœur de l'individu et d'insérer le doute dans la représentation même du corps. Et dès lors, son film s'apparente à une entreprise de défiguration et de déconstruction formelle. Alors le processus est initié dès la séquence d'ouverture, où Elvira, qui s'est habillée en homme pour aller draguer sur les bords du Main, donc à Francfort, et rencontrer des homosexuels, des prostituées homosexuelles, va être passée à tabac lorsqu'ils se rendront compte de la supercherie et qu'elle est donc femme et non pas homme. Et la première scène la montre rampant, comme une bête traquée pour échapper à ses agresseurs. Le plan est filmé de loin, dans une semi-obscurité, à tel point que le corps d'Elvira est une espèce d'ombre un petit peu rampante, mal identifiée, indéterminée. Et l'entreprise de déshumanisation, donc, qui vient de débuter, ne cessera de s'amplifier dans le film. De retour dans son appartement, la caméra, qui était jusqu'alors donc lointaine, va se rapprocher d'Elvira et faire apparaître donc dans le champ un corps humilié, un corps malmené, couvert d'hématomes et dont les mouvements sont entravés par le pantalon qui est baissé sur ses chevilles. Donc j'aimerais bien vous montrer cette première scène qui est aussi une scène de confrontation avec son amant Christophe. Donc ici, on assiste à une scène de rupture extrêmement violente, puisque à l'issue de la dispute, Christophe va quitter Elvira, et on voit donc ce personnage d'Elvira à la fois comme une figure pathétique, grotesque, et en même temps extrêmement tragique, et qui lutte pour essayer de garder son amant qui la rejette en raison notamment de son caractère monstrueux tel qu'il est énoncé par l'amant. Et dans le discours de Christophe, cette scène de rupture devient une entreprise de démolition de l'autre, puisque Christophe s'emploie à nier l'humanité d'Elvira à travers la négation de l'humanité de son corps, qui ne lui inspire que le dégoût. Donc là, je reprends les propos de Christophe, qui dénonce donc le corps d'Elvira, boursouflé et mou comme une baleine, de la viande gonflée, inutile, répugnante, un corps à écraser, à détruire, une chose. Et dans les plans suivants, ou les séquences suivantes, Fassbinder n'aura de cesse de mettre en image, de mettre plastiquement en œuvre cette défiguration énoncée par Christophe. Donc j'aimerais vous montrer une deuxième scène qui se passe dans un abattoir, qui est une scène extrêmement émouvante, mais aussi extrêmement éprouvante, et qui est très emblématique aussi de cette déshumanisation, défiguration donc d'un personnage. Elvira donc, est un ancien boucher qui se rend aux abattoirs de Francfort, accompagné de son amie Zora, sorte d'ange gardien. Et comme je vous disais au début, Elvira passe en revue les différents lieux de son passé qui ont marqué son existence. Et donc là, l'abattoir, c'est le lieu d'une jeunesse lointaine, mais qui était aussi celui de l'intégrité corporelle, puisqu'à l'époque, Elvira, Erwin, était boucher. Et elle récite d'une voix monocorde l'histoire de sa vie,
en exprimant ses désirs, ses aspirations, donc aspirations contrariées à ce moment du récit, alors que défilent au premier plan les différentes étapes de l'équarrissage des carcasses animales. Alors, je vous propose de regarder cette scène. Donc, c'est le genre de scène où on devient végétarien après. Donc, je vous préviens, c'est assez dur. Et en fait, il faut bien lire les sous-titres, puisque là, le texte a son importance. Voilà, donc c'est une scène assez dure qui raconte à travers les mots d'Elvira donc l'histoire d'une déchéance, d'une humanité, de rêves perdus, et qui illustre bien évidemment ces carcasses éventrées. Et ce qui se profile ici, c'est une défiguration de l'humain par assimilation à l'animal qui envahit le champ cinématographique. Donc on a d'abord ce travelling qui accompagne les deux femmes dans leur déambulation avec au premier plan la chaîne d'équarrissage, et puis ensuite on a ce montage qui associe donc à la voix d'Elvira les différentes étapes de découpe des bêtes qui finissent donc par envahir complètement le champ jusqu'à ne montrer plus qu'une tête pendant un fil. Et il n'y a plus que les paroles d'Elvira en hors-champ qui témoignent encore de sa présence. Et elle récite notamment un passage du Toccato Tasso de Goethe, donc d'une voix tantôt qui part complètement dans les aigus, tantôt douce et plus difficilement audible. Et cette récitation du passage de Toccato Tasso, c'est une réminiscence de sa vie passée avec Christophe, donc un moment heureux qui n'est plus, où Elvira donnait la réplique à Christophe, qui était comédien au chômage. Et donc là, Elvira joue les deux rôles. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi cette différence sur les deux façons de réciter le texte, et qui exprime bien évidemment une souffrance insondable, jusqu'à donc l'image finale de la tête associée en contre-champ au visage immobile d'Elvira, que vous avez vu très rapidement à la fin de la séquence. Et à l'issue de cette séquence, véritablement, Elvira semble être devenue n'importe laquelle de ces bêtes égorgées, semble être identique à ces viandes débitées. Et dans le poème, on entend à un moment une formule qui semble renvoyer justement à Elvira elle-même. Quand notre regard perçoit un objet monstrueux, notre esprit, un instant, se tient immobile. Les abattoirs, donc, dans cet extrait, contaminent également la figure humaine, semblant presque l'assimiler à un cadavre animal. Et évidemment, ici, cette assimilation du vivant à une carcasse éventrée est aussi une critique du capitalisme, puisque cette scène est un symbole de la rationalité capitaliste. Alors, d'autant que cette séquence sera suivie dans la chronologie du film, alors par une autre thématique liée à la rentabilité capitaliste, mais où cette fois l'animal est remplacé par la thématique de la prostitution, ce qui établit un lien entre capitalisme, trafic de viande et trafic d'êtres humains. Alors ça, cette équivalence, elle s'établit autour de la figure de Anton Zeitz, dont j'ai déjà parlé, qui est donc le maître incontesté de Francfort, à la fois proxénète et spéculateur, donc qui incarne la fonction du capital et du proxénétisme. Et la prostitution, dans ce film, apparaît comme symbole donc, de l'exploitation et de l'instrumentalisation de l'homme, dont le corps n'a de valeur qu'en fonction du profit qu'il génère. Mais, et c'est là où c'est intéressant et où la critique est d'autant plus virulente,
c'est qu'en fait, la prostitution n'est pas à l'origine de la fortune de Anton, puisque à ses débuts, et ça nous est révélé par Elvira, qui fut à l'époque son acolyte, donc à ses débuts, Anton en fait s'est livré au trafic de viande. Et l'origine de sa fortune est donc liée à ce trafic. Et avec le commerce d'êtres humains, à travers la prostitution, donc c'est simplement opérer un glissement de l'homme à l'animal. Et de manière très significative, si on voit donc de façon très brutale ces carcasses animales à l'écran, on ne verra jamais le corps des prostituées. Et donc dans cette exploitation de masse, les seules masses corporelles visibles sont ces carcasses animales qui symbolisent donc le statut et le devenir de l'homme dans la logique capitaliste. Et d'ailleurs, le motif de l'abattoir est récurrent dans l'œuvre de Fassbinder. Donc à plusieurs reprises, il nous montre des individus rivés à la chaîne de montage, notamment dans une usine d'abattage de poulets. Donc on a une logique similaire où l'homme et l'animal semblent partager un même destin. Et dans Berlin Alexanderplatz, qui est vraiment son grand œuvre adapté du livre de Döblin, Fassbinder met même en scène un abattoir humain, où sur la chaîne d'équarrissage, ce sont des humains entassés, des masses humaines qui apparaissent à l'écran et qui donc cette fois-ci réellement et non plus symboliquement, ont remplacé l'animal dans le système capitaliste où l'homme n'est plus qu'appréhendé donc dans une logique marchande selon Fassbinder. Alors par-delà cette déshumanisation, la violence aussi subie par les individus, donc à l'intérieur de la structure capitaliste, est celle d'une société qui applique les principes du nazisme. Car le secret de la réussite d'Anton, tel qu'il le dit lui-même, est d'avoir organisé ces bordels ou d'avoir soumis ces bordels à la même organisation que celle qui régissait les camps de concentration. Donc là, je vous cite Fassbinder, c'est issu du scénario. Anton expliqua à Elvira qu'il avait introduit dans ces bordels à peu près les mêmes agencements, la même structure d'ordre, d'obéissance, de devoir et de peur que ce qu'il avait connu jadis dans les camps, et combien tout cela avait fait ses preuves. Or, Anton Zeitz n'est pas un ancien bourreau, mais un juif rescapé des camps, donc qui lui-même a subi cette loi terrible et l'a reproduit. Et donc son histoire personnelle, mise en scène par Fassbinder, montre ici de façon exemplaire comment le nazisme est reconduit dans le capitalisme, même à travers ses propres victimes. Alors l'analogie ici n'est pas d'ordre politique, mais d'ordre économique. Ce que Fassbinder met ici en évidence, c'est un totalitarisme économique qui assure son emprise sur les individus, donc à travers un dispositif de terreur et de destruction identique à celui du nazisme. Et la similitude réside bien évidemment dans l'asservissement à une loi implacable dans une logique d'efficacité industrielle. Alors, cet impact négatif de l'ordre capitaliste est aussi visible dans la détermination figurative de Anton, donc dans la façon dont Anton apparaît à l'écran et montré, et aussi dans la façon dont il se comporte. Alors je vais vous montrer tout de suite un extrait. C'est donc la première apparition à l'écran de Anton. Donc l'homme pour lequel Elvira a changé de sexe, celui avec qui elle s'était lancée dans le trafic de viande. Et cette première apparition montre Anton entouré de ses gardes du corps qui se livre à une danse totalement aberrante, bouffonne, dans un premier temps incompréhensible. Et au moment où a lieu cette séquence, c'est la première rencontre aussi de Anton
et de Elvira, après que Elvira ait changé de sexe, et Anton ne la reconnaît pas. Alors on va regarder tout de suite cette séquence. Alors évidemment, c'est une séquence un petit peu déroutante, comme ça, à brûle-pourpoint. Donc Anton, c'était le grand personnage en blanc, et vous avez reconnu aussi Elvira. Et cette danse bouffonne relève en fait d'un projet très précis, à savoir pousser à l'extrême le processus d'imitation. Et on a ici une imitation double. D'abord l'imitation de la danse que mène Jerry Lewis dans le film You're Never Too Young, hein, qui est le film qu'on voit et que regardent Anton et ses acolytes. Et puis, évidemment, imitation aussi des postures d'Anton, que tous reprennent de concert dans une chorégraphie synchrone. Or, cette danse crée un ordre dément, un ordre de la régression, hein, qui est d'ailleurs, j'ai entendu plusieurs personnes rire, voire sourire. Donc c'est un ordre de la régression qui, en plus, est relayé par l'accoutrement infantile d'Anton, hein, en petit short blanc limite trop court et petit t-shirt blanc, où on a l'impression qu'il a un corps démesurément grand. Et cette danse, et c'est là où le corps prend la relève de la critique, ou exprime cette critique, révèle en fait le caractère donc insensé et contraignant du monde économique, hein, dans la mesure où tous, sans exception, reproduisent les mouvements initiés par Anton, sans les comprendre, mais en s'y soumettant. Et ce mimétisme traduit donc l'emprise du pouvoir capitaliste sur les individus, et l'aliénation qui est la leur dans la mesure où chacun reproduit une loi qu'il ne comprend pas, imposée par Anton et qui leur est étrangère. Et c'est justement au cœur de cette danse, de cette dynamique négative, que Anton se souvient du nom de Elvira et la reconnaît. Donc la séquence que l'on vient de voir est en fait une séquence identitaire, puisque l'identité d'Elvira est reconnue, mais, et c'est là aussi toute la portée du cinéma de Fassbinder, c'est que l'identité ressurgit, mais sous le signe de l'horreur nazie. Hein, car cette séquence de danse a été introduite par un rappel de la barbarie, parce que le mot d'ordre, le mot de code word, un mot de code, mot de passe, merci. Le mot de passe qui doit être donné pour accéder au sein des saints, là où se trouve Anton et sa bande, eh bien c'est Bergen-Belsen. Donc qui rappelle, hein, évidemment, encore une fois, la barbarie nazie. Et donc dans un tel contexte, le souvenir est perverti. Et si Anton se souvient d'Elvira, elle n'est appréhendée, dans ce contexte si particulier, hein, que comme un objet que l'on peut dénaturer, défigurer ou nier. Donc le nouvel ordre capitaliste, tel que le met Fassbinder en scène, est bien un ordre mortifère, hein, qui impose au corps déformation et mutilation. Alors j'aimerais évoquer un deuxième film. Comme je le disais en introduction, c'est Deutschland im Herbst, donc l'Allemagne en automne, donc qui est réalisé en 1968, qui est en fait un film collectif réalisé par 9 cinéastes. Il est sorti en 1978 en réaction effectivement aux événements de 77 en Allemagne, donc je vais replacer très rapidement dans le contexte. Donc ces fameux événements qui ont ensanglanté l'automne 1977, donc c'est la violence terroriste d'extrême gauche de la fraction armée rouge, donc Rote Armee Fraktion, donc la RAF. Donc après plusieurs assassinats, donc notamment du procureur général et puis
du chef de la Dresdner Bank. Le 5 septembre, la fraction Armée Rouge enlève Hans-Martin Schleyer, donc, qui est le chef du patronat allemand, et de façon très peu anecdotique, ancien membre du NSDAP. Donc là, le contexte dont je vous parle, c'est la toile de fond. C'est le même contexte que le film La troisième génération projeté ce soir. Et donc là, on a deux traitements qui peuvent être donc vus en miroir, deux réactions par rapport à ces événements donc de 77, de l'automne 77, puisque Hans-Martin Schleyer sera détenu pendant 44 jours, qui vont donc entrer dans l'histoire allemande comme ce fameux automne allemand. En octobre, un avion de la Lufthansa est détourné sur Mogadiscio par un commando palestinien avec pour revendication la libération des membres de la fraction Armée Rouge, donc les créateurs historiques qui sont détenus en prison à Stammheim, et donc notamment Andreas Baader, Ulrike, non, elle est déjà morte, Gudrun Ensslin, puisqu'elle s'est suicidée en prison, donc Gudrun Ensslin et Jan Karl Raspe. Et des unités spéciales allemandes donnent l'assaut, les terroristes sont tués. On retrouve le lendemain, donc le 18 octobre, le corps de Hans-Martin Schleyer mort dans le coffre de sa voiture. Et la même nuit, Baader, Ensslin et Raspe se suicident en prison. Alors à l'époque, ces suicides ont été considérés comme des assassinats politiques, donc ont été considérés comme une liquidation par l'État fédéral de ses opposants, ce qui bien évidemment fait ressurgir le spectre d'un État totalitaire et meurtrier. Puisque évidemment il paraissait très improbable qu'ils aient pu se suicider dans une prison de haute sécurité, notamment deux d'entre eux qui se sont tués par balle. Donc il y a une vraie interrogation autour de ces assassinats et puis une ambiance extrêmement délétère en RFA à cette époque en raison donc de ces multitudes d'actes terroristes. Et ce film, justement, a pour ambition de restituer l'ambiance de peur et d'hystérie en ces temps de crise. Et donc il y a plusieurs épisodes, c'est un film collectif, et ces différents épisodes sont encadrés par les séquences d'enterrement de Hans-Martin Schleyer, donc le chef du patronat d'une part, et des membres de la RAF de l'autre. Et ce film nous incite à faire des parallèles historiques, à réfléchir sur la RAF comme un produit de l'histoire allemande, et non pas comme un épisode clos sur lui-même qui n'aurait rien à voir avec le passé et l'histoire allemande. Alors Fassbinder, lui, réalise un épisode de 30 minutes, qui est un véritable brûlot politique. Et la particularité de cet épisode, c'est que Fassbinder se met lui-même en scène, donc personnellement dans son rôle, à la fois comme cinéaste, mais aussi comme citoyen. Et il se met totalement à nu, donc au propre comme au figuré, en livrant sans concession son angoisse, sa panique face à ce qu'il considère être une dérive de l'État fédéral. Et il renvoie dos à dos terrorisme d'extrême gauche et terrorisme d'État, conscient que les actions terroristes qu'il condamne, Fassbinder ne cautionne pas les actions terroristes, mais voilà, il est totalement conscient que ces actions terroristes amènent l'État à manifester sa propre violence latente. Et donc il développe dans cet épisode un scénario très paranoïaque de répression policière. Puisque lorsque la réponse, selon Fassbinder et d'autres intellectuels, à toute contestation, à tout refus du système, aussi radical soit-il, et la violation des droits et des libertés, se dessine inéluctablement pour Fassbinder le devenir fasciste de la démocratie. Et d'ailleurs, il
il parlait d'état fascistoïde pour la RFA. Et à ses yeux, le même sens effrayant de l'histoire se répète et la RFA réédite les principes meurtriers de l'hitlérisme. Alors la scène d'ouverture montre d'emblée Fassbinder au téléphone, débraillé, visiblement très abattu, et qui cherche à connaître l'évolution de la situation après le détournement de l'avion de la Lufthansa. Et cet échange se prolonge un peu après par cette séquence se prolonge un peu après par un échange très vif avec son compagnon, Armin Meier, donc dans son propre rôle, qui, lui, revendique l'assassinat pur et simple des détenus de Stammheim pour chaque otage tué. Et avec une inquiétude très fébrile et très palpable dans ce film, Fassbinder s'interroge sur la manière dont la RFA et donc ses représentants, mais aussi sa population, peut faire face au terrorisme. Et pour Fassbinder, comme pour une bonne partie des intellectuels et de la gauche, la réponse était claire, la RFA est un État policier dont la vraie nature n'est que superficiellement dissimulée et surtout un État doté d'un Parlement prêt à décréter l'état d'urgence pour suspendre les droits civils. Et effectivement, suite aux attaques terroristes, toute une série de lois ou de mesures ont été prises qui ont conduit notamment à la restriction des droits de la défense, la censure dans la transmission des informations, écoute téléphonique et élargissement du cadre des perquisitions. Donc ça nous rappelle bien évidemment un contexte très récent, et c'est là aussi où le film de Fassbinder nous interpelle non seulement sur l'Allemagne de 1977-78, mais nous amène à réfléchir sur le monde qui nous entoure, et c'est en cela aussi que Fassbinder reste un cinéaste d'actualité. Et l'État était soutenu par une partie de la population prête à payer ce prix politique pour voir régner l'ordre et la tranquillité. Et c'est justement cette partie de la population qu'incarne la mère de Fassbinder, puisque le film est structuré avec 4 trames, dont l'une d'entre elles sont justement les conversations extrêmement houleuses du cinéaste avec sa mère. Et Fassbinder, qui pousse sa mère dans ses retranchements, l'oblige à finalement cautionner ce qui est considéré donc comme des exécutions. Et la toute dernière réplique du film est celle de la mère de Fassbinder, qui en appelle à un système autoritaire, seul capable à ses yeux de garantir l'ordre et la sécurité, en espérant même le retour d'un homme fort, et là je cite, à condition qu'il soit bon. Donc évidemment, les enseignements de l'histoire ont été largement oubliés. Mais là encore, Fassbinder ne cherche pas seulement à faire un film qui démasque l'État oppresseur, mais il cherche à mettre en image l'élaboration interne de la souffrance, de la paranoïa et justement de cette tension insupportable pour les individus. Et là encore, ça passe par une mise en scène radicale de son propre corps, puisqu'il apparaît comme un corps très négligé, très tourmenté, qui prend de plein fouet l'annonce de la mort de Bader en prison. Et le désarroi de l'auteur se manifeste, et c'est l'objet de cette séquence, de cet épisode, par un double effondrement psychique et physique. Et Fassbinder nous donne vraiment à voir son corps littéralement décomposé par l'angoisse. Alors décomposé d'abord dans ses fonctions organiques, donc un corps soumis à un dérèglement total des sens, pris de nausées, de vomissements qui s'effondrent, et puis un corps aussi décomposé dans son apparence formelle, puisque, je vous l'ai dit au début, il se met à nu, mais c'est une nudité
pas du tout sublimé, pas du tout polissé. Il se montre avachi, bedonnant dans une intimité qui est presque l'intimité du saut du lit qu'on aurait envie de montrer à personne. Donc il y a ce refus, évidemment, d'amoindrir les effets négatifs produits par la violence de l'État sur le corps. Et en ce sens, son corps devient un corps politique, car c'est un corps transgressif. C'est véritablement se filmer à nu dans cette déliquescence. C'est un acte de résistance, puisqu'il renonce aussi, ce faisant, au canon du montrable. Il brise véritablement un tabou visuel. Alors, je ne vous montre pas une scène trop horrible cette fois. J'ai une première séquence. Fassbinder est au téléphone après avoir appris la mort des membres de la RAF en prison. Et il apparaît avec son ami Armin Meier. Donc ça, c'est le premier extrait, et j'enchaînerai assez vite sur le deuxième extrait. Donc on voit bien ici comment c'est le corps lui-même qui prend de plein fouet cette violence de l'État, après que Fassbinder ait donc compris ou cru que les opposants, que les membres de la RAF avaient été liquidés. Et donc, on voit bien ce corps titubant qui devient le lieu de toutes les dérélictions, malade, affaissé, vomissant, et donc se répercute ici sur ce corps tout ce qui porte atteinte à l'intégrité de l'individu. Et le corps devient donc ici un réel motif politique, puisqu'il est incapable de résister à la violence étatique. Et donc la toute dernière parole, je ne sais pas si avec les traductions ça a été bien compris, mais en fait Fassbinder a recours aussi à la drogue pour pouvoir supporter cet état particulièrement mortifère qui règne en RFA. Alors on enchaîne sur le deuxième extrait, si c'est possible, donc qui montre là encore Fassbinder et sa réaction totalement paranoïaque alors qu'il est chez lui avec son ami en entendant des sirènes de police. Voilà, donc là, on voit aussi la dimension intrusive de l'État qui finit par faire voler en éclats toute idée même d'intimité, de lieu refuge pour les individus. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir la différence de réaction entre Armin et lui, ce qui montre bien que la terreur est devenue une terreur subjective, puisque évidemment les sirènes restent à l'extérieur et que seul Fassbinder, dans son angoisse et sa paranoïa, a l'impression qu'il va y avoir une intrusion policière. Et cette angoisse se répercute sur sa relation intime avec son compagnon, puisqu'on le voit extrêmement violent. Donc là, on a une scène assez édulcorée encore, mais dans d'autres, la violence est beaucoup plus forte. On voit aussi les répercussions en tant qu'artiste, puisqu'au premier plan, on voyait le livre Berlin Alexanderplatz, et en fait, il travaille à l'élaboration de son film suivant, et il n'y arrive pas. Donc, on a un effondrement aussi bien de l'homme que de l'artiste. Et ce qui est intéressant, et puis je finirai là-dessus, c'est aussi le caractère claustrophobique de l'espace, où il y a très peu d'ouverture. Et on voit bien ici que, en fait, la terreur n'est plus physiquement palpable, elle est simplement rejetée dans le hors-champ, sonore, à travers les sirènes. Et donc la violence est devenue uniquement subjective et donc omniprésente. Et la violence de l'État est en fait inscrite dans le comportement pathogène
de Fassbinder qui est incapable d'y faire face et qui s'effondre voilà, à plusieurs reprises. Donc à travers ces différents exemples, bien, on voit bien comment le corps est un élément essentiel du discours critique et comment cet élément est aussi vectorisé par une certaine radicalité de la mise en scène qui exprime aussi une radicalité de la critique. Alors, j'aurais voulu terminer, mais je n'ai pas le temps. Mais juste, je vous renvoie à un autre film, Lily Marlene, parce que je n'ai montré que des corps masculins, des corps martyrisés, des corps plutôt sous le signe de la laideur et de la souffrance. J'aurais voulu vous montrer un corps féminin magnifique et sublimé. Et vous prouvez que là aussi, la beauté est l'expression d'une coercition et de la domination. Mais je vous laisserai regarder par vous-même donc, ce film, Lily Marlene. Je vous remercie.